Nous sommes le 11 novembre 2020, 8 mois après le début de la crise sanitaire du Covid et à peine quelques jours après le deuxième confinement national. Ce jour-là, des centaines de milliers d'internautes ont pu découvrir le documentaire Hold Up, Retour sur un chaos. Pendant un peu plus de 2h40, les auteurs prétendent raconter l'histoire secrète du Covid-19. Derrière ce virus se cacherait en fait un complot mondial. Truffé de contre-vérités, le documentaire a donné des billes à tous les complotistes de France. C'est aussi ça l'histoire du Covid en France. Celle d'Elsa, dont la vie familiale était régie par le sacro-saint serment d'Hippocrate avant que des théories du complot s'invitent dans sa maison. Vous écoutez Transfert épisode 210, un témoignage recueilli par Rudy Saada. J'ai toujours eu une grande admiration pour mes parents. Ils sont tous les deux issus de l'immigration. Ils sont arrivés en France dans les années 60, 70. Ils étaient très passionnés par leur profession. Ils sont tous les deux médecins généralistes. Mon père est juif d'Algérie. Il a quitté l'Algérie quand il avait 5 ans. Et il était croyant pratiquant jusqu'à ses 15 ans. Et après est venu l'âge où il avait le droit de continuer dans sa foi ou d'arrêter. Et ma mère est vietnamienne. Elle a quitté le Vietnam quand elle avait 18 ans. Et pour faire ses études de médecine, elle est partie toute seule à l'aventure en France et sa famille l'a rejoint beaucoup plus tard. Et en vrai, quand j'étais jeune, je les voyais pas beaucoup parce qu'ils travaillaient énormément, mais j'ai toujours été hyper admirative de leur dévotion pour leur travail. Ils avaient 2 cabinets médicaux et un dans un quartier un peu plus populaire, justement, avec une population très issue de l'immigration. Du coup, mes parents sont engagés à gauche, ils essaient de militer dans leur quartier pour avoir accès aux soins. Ils aident beaucoup les gens et ils m'expliquent très tôt à quel point c'est important d'aider les gens plus dans le besoin. Ils ont toujours été pour le progrès et la science et d'ailleurs quand, est venu l'âge pour moi d'étudier, ils voulaient que je sois ingénieure ou médecin justement parce que pour eux la science, c'était vraiment, vraiment très important. Je m'installe à New York, au tout début de l'année 2020 et 1 mois après mon arrivée aux États-Unis, le Covid arrive et on est tous confinés chez nous et du coup, je vis ma vie aux États-Unis avec le Covid et mes parents, on commence à en discuter et je leur demande, vu qu'ils sont médecins: Est-ce que vous savez ce qui se passe?» Et au début, ils disent: «On ne sait pas, ça ressemble à une grippe pour l'instant, mais on n'en sait pas plus, dès qu'on en sait plus, on te tient au courant». Du coup, moi, je regarde les infos et je me rends compte que toutes les villes sont isolées, toutes les plus grandes places du monde sont vides et je suis déjà perdue et sidérée un peu comme tout le monde. Mes parents, sont assez sereins là-dessus. Ils se disent que c'est juste un virus et que ça va passer. Vient, novembre 2020 et vu que je suis, isolée chez moi, à cause de la pandémie, je me dis: «Est-ce que ce serait pas mieux de rentrer en France?» Parce qu'en fait, je me sens seule. Je parle 2 fois, par mois à mes parents, au téléphone, mais je me rends compte qu'en fait, s'il leur arrive quelque chose, je serai trop loin et je pourrais pas rentrer. Il y a tellement d'histoires comme ça aux infos qui circulent de gens qui peuvent pas rentrer chez eux que je commence un peu à stresser. À cette période-là, il y a les élections aux États-Unis. Biden gagne les élections contre, Donald Trump. Moi qui suis, plutôt de gauche et ma famille aussi. Je pense qu'au téléphone, on va célébrer ça ensemble. J'en parle à mes parents et je dis: «Vous avez vu, Biden, a gagné. C'est fini le cauchemar». Et là, mon père me dit: «Non mais, Biden a volé la victoire, c'est Trump qui aurait dû gagner». Là, je suis sous le choc parce que je me dis: «Pourquoi mon père dit ça? Il n'a jamais, soutenu, Trump, il n'a jamais été de droite, qu'est-ce qui se passe?» Et du coup, on commence à en discuter, et il me dit que les élections, ont été truquées et je lui demande: «Mais tu aurais voulu que ce soit Trump qui gagne?» Et là, il me dit: «En tout cas, je n'aime pas que les élections soient truquées». Je lui dis: «Mais on n'a aucune preuve que les élections sont truquées». Et il me dit: «Si, si, il y a des preuves et de toute façon, Biden trempe dans des affaires, pas nettes». Et je pose plus de questions et je lui dis: «Mais est-ce que tu te rends compte que,
Trump représente les suprémacistes de droite et qu'il côtoie des gens qui sont antisémites. Et, et là, mon père me dit: «Est-ce que tu te rends compte de ce que tu me demandes? Est-ce que tu es en train de dire que je soutiens des gens qui sont antisémites?» Je suis juive quand même. Je dis: «Je sais que tu es juif, papa, et c'est justement pour ça que je suis choquée que tu me dises que tu soutiennes Trump». On a arrêté la conversation là parce que c'était un peu compliqué de parler de tout ça. Et je leur dis: «Bah, écoutez, on se revoit bientôt de toute façon, je vais être occupée dans mon déménagement, donc on se reparle très vite». Vient janvier 2021, ça fait un petit moment que j'ai pas parlé à mes parents, Noël est passé et là, on apprend en direct qu'il y a eu une attaque sur le Capitole, qu'il y a eu beaucoup de blessés, que Trump a initié un mouvement pour renverser le pouvoir parce qu'il n'en démord pas. Pour lui, la victoire était à lui. Et il y a quand même beaucoup de bazar. Et là, j'appelle mes parents et je leur dis: «Vous vous rendez compte de la violence qui a été engendrée par cet homme?» Et on reparle de tout ça et mon père, il dit: «Mais il a raison, la liberté au peuple, après tout, si la victoire a été volée, ils ont raison, c'est le 5e amendement, c'est les États-Unis, c'est le pouvoir et la liberté au peuple». Et heu et je leur dis: «Mais vous débloquez complètement, les élections n'ont pas été truquées, je comprends pas pourquoi vous restez là-dedans». Et là, on commence à parler justement du Covid et ils me disent que Trump est le seul à pouvoir sortir le monde et les États-Unis de cette pandémie. Et là, je lui dis: «Mais c'est pas possible, je peux pas continuer à t'entendre parler de lui, on dirait que tu l'adores, je comprends pas, tu as jamais soutenu ce genre d'idéologie avant». Et il me dit: «Oui, mais en fait, je me suis rendu compte que c'est lui qui avait raison, on est trop soumis par nos gouvernements et lui, il aide le peuple à se libérer de tout ça. Et c'est faux, tout ce qu'on dit sur son côté raciste et antiféministe, il est pas comme ça. Tout ça, c'est un complot pour le faire tomber, alors que lui, tout ce qu'il veut, c'est libérer les Américains de la joute des démocrates pédophiles». Et c'est les premiers mots qui commencent à sortir et qui me choquent un petit peu. Et je lui dis: «Écoutez, on va couper la conversation parce que ça va trop loin». Là, au cours du début de cette année-là, on commence à avoir les premiers vaccins qui sont administrés aux Américains. Et j'ai le choix, via mon travail, de me faire vacciner également. Et vu que mes parents ont toujours suivi mon parcours médical, je leur demande leur avis parce que malgré nos derniers échanges, leur avis médical compte énormément pour moi. Et je les ai au téléphone et ils me disent: «Non, mais c'est trop tôt, on n'a pas fait assez de recherches sur le vaccin pour avoir suffisamment de recul, je veux pas que tu sois un cobaye, donc attends un petit peu avant de te faire vacciner». Et ce à quoi je réponds: «Oui, vous avez tout à fait raison, je peux bien attendre quelques mois, de toute façon je rentre en France dans pas longtemps, donc je peux complètement attendre de rentrer en France pour me faire vacciner et être avec vous». J'ai un dernier appel avec mes parents avant de rentrer en France. Et je leur dis: «Écoutez, tous mes amis sont en train de se faire vacciner, j'ai l'impression que ça va, j'ai fait mes recherches, il y a tout le monde est assez optimiste sur le fait que c'est le vaccin qu'il faut, j'envisage de prendre rendez-vous». Et là, ils me disent: «Écoute, nous on t'a prévenu, donc tu fais comme tu veux maintenant, mais on pense pas que ce soit sage, tu devrais encore un peu attendre». Je dis là, à ce moment-là: «Écoutez, vous avez raison après tout, je peux encore attendre quelques mois pour le faire, à vos côtés». Je reviens en mai 2021 en France et je suis vraiment excitée de revoir ma famille parce que ça fait 2 ans que je les ai pas vus. Et bien évidemment, je porte un masque parce que mes parents sont quand même, ils ont la soixantaine. Je me dis que c'est des gens à risque et ils me voient arriver en se tenant quand même pas mal à distance. Je me souviens qu'ils étaient en haut des escaliers et moi tout en bas et je tends les bras pour leur dire: «Bonjour». Et ils disent: «Pourquoi tu portes un masque?» Et là, je dis: «Ben, je veux pas, enfin, je viens de prendre l'avion, je veux pas prendre de risques, mais quand même, je vous fais un câlin de loin, je suis contente de vous revoir». Et là, ils disent pas grand-chose, ils font: «Bon, ben, vas-y, installe-toi», et ils repartent dans le salon, pour s'asseoir sur leur canapé et regarder la télé. Ils ont les yeux rivés sur leur écran, ils sont dans le noir et en fait, je me rends compte à quel point,
ben, physiquement, ils ont complètement changé, quoi. Mon père a le teint grisâtre, il a les cheveux tout blancs, alors que je l'avais vu à la webcam quelques mois avant et j'avais pas l'impression qu'il avait l'air aussi fatigué. Ma mère, pareil, elle parle pas du tout, alors que d'habitude, c'est quelqu'un de très enjoué, très très jovial et là, ils sont devant leur écran et ce que je constate sur leur écran, c'est que c'est pas, une chaîne télévisée, basique comme BFM TV ou ce genre de chaîne-là. C'est, un site où je vois des gens parler sur des webcams et je vois que, sur le site, il y a marqué Q et moi, en fait, je réalise pas tout de suite, mais mon époux me dit à ce moment-là, «Mais je crois que c'est le Q de QAnon» et j'avais vaguement entendu parler de ce mouvement-là, aux États-Unis, comme quoi c'était des thèses, conspirationnistes et je me suis dit: «Mais non, ça doit pas être ça, c'est Radio Q, Radio-Canada», quelque chose comme ça, alors que Canada, ça s'écrit même pas avec un Q. Mais du coup, je comprenais pas, il avait un accent québécois. J'étais dans le déni, je me suis dit: «Ça peut pas être ça», mais quand même, il parlait de ce qui se passait en France, de la mauvaise gestion, partout dans le monde, de la pandémie, comme quoi les gens, en fait, étaient manipulés. Il les regardait ça et j'essayais de parler avec eux. Je fais: «Mais qu'est-ce que vous regardez?» Et là, ils me disent: «Chut!» Et j'étais là: «Waouh, ça fait 2 ans qu'on s'est pas vus et ils préfèrent regarder la télé» et du coup, bon, bah, je me dis: «Bon, ils doivent être fatigués, je vais les laisser, regarder la télé». C'est l'été, je suis installée chez mes parents. L'ambiance est toujours un peu bizarre mais moi, je revois mes amis et le la vie reprend. On est déconfinés en France, à condition de faire, il y a le pass vaccinal à ce moment-là, donc à chaque fois que je veux voir sortir mes amis, vu que je ne suis pas encore vaccinée, je dois faire un test antigénique, qui est valable 48 heures pour voir mes amis et vu que c'est un peu, galère à chaque fois, mes parents me proposent, de me faire, des tests à la maison ou même, d'essayer de trouver une solution pour moi pour que ce soit plus facile et là, je leur dis: «Non mais vous inquiétez pas, je me débrouille. De toute façon, je pense que ça y est, il est temps, je pense que je vais prendre rendez-vous pour ma première dose» et là, je vois le regard de mes parents complètement changer. Mon père qui me dit: «Non, mais surtout pas, il faut vraiment pas que tu te fasses vacciner, c'est un poison, ça a été prouvé, il y a beaucoup de gens qui sont morts» et là, je dis: «Mais qu'est-ce que vous dites? Tous mes amis, ça fait des mois qu'ils sont vaccinés, ils vont très bien». Ils font: «Non, mais pour l'instant, tu vas voir, il va y avoir des milliers, des millions de morts, ils sont en train de creuser des trous dans des cimetières, il faut vraiment pas que tu te fasses vacciner». Et là, je suis un peu sous le choc parce qu'il y a tellement un écart énorme entre ce qu'ils me disaient au début, comme quoi il fallait être prudent, c'était les premiers tests et là, de me dire vraiment: «Tous les gens qui se sont fait administrer la première et la seconde dose vont mourir» et ouais, je suis dubitative. Je suis toute seule à ce moment-là, cet été-là, parce que mes frères et sœurs travaillent, ou sont en pleine étude et je leur demande quand est-ce qu'ils vont rentrer parce que, je suis un peu inquiète, de voir mes parents dans cet état-là, tout le temps dans le noir, à regarder la télé et j'essaie de leur expliquer un peu la situation et mon grand frère me dit: «Écoute, j'arrive bientôt», mais c'est vrai qu'à chaque fois que je les avais au téléphone, je les sentais un peu étranges. Mon grand frère me dit que, il s'est fait, vacciner et qu'il a eu pas mal de conversations un peu, difficiles avec mes parents suite à ça, donc il est pas si étonné de ce que je lui raconte à ce moment-là. J'ai un grand frère, qui est vacciné, j'ai, une grande sœur qui ne l'est pas et mon petit frère, qui est encore, étudiant et qui n'est pas, encore vacciné à ce que je sache. Ce qui a vraiment, d'étrange pour moi, c'est que, ils me disent, d'un côté, que ce virus, n'existe pas, qu'il est inventé de toutes pièces pour contrôler les masses et faire peur aux gens, que ce n'est qu'au pire qu'un petit rhume de rien du tout. Mais en même temps, je les vois physiquement prendre des distances avec moi, que quand il y a des gens, à la maison, bah, ils mettent des masques FFP2, qu'ils aèrent les pièces et sans arrêt, quand je les confronte au fait que c'est pas logique leur attitude, ils me disent: «Mais on est médecins quand même, on sait ce qu'on fait». Tout était sujet à reparler de ça tout le temps et du coup, moi, je commence à éviter les conversations, à éviter d'être dans la même pièce qu'eux parce que de toute façon la télé est trop forte, on s'entend pas. Je commence à prendre mes distances et je prends mon premier rendez-vous pour, ma première dose. Vient ma 1re dose, alors que mes parents ça fait des mois que mes parents insistent pour pas que je me fasse vacciner et quand bien même, je vais faire ma première dose. Je vais, à mon rendez-vous pour ma première dose, j'essaie d'être,
pas trop stressée de me dire que ça va aller malgré tout ce que mes parents m'ont dit, que ça ira, et je reviens à la maison et là, ma mère rentre dans ma chambre et me dit, «Tu pas fait ça quand même». C'est là où je réalise que vu que c'est mon médecin traitant, évidemment, elle a accès à mon dossier médical, mais je me dis: «Elle ne pouvait pas avoir accès au fait que j'avais pris rendez-vous». Donc ça veut dire qu'elle a vérifié sur le site tous les jours de l'assurance maladie pour voir si j'étais vaccinée ou non. Et là, je me dis: «Waouh, ils sont vraiment terrifiés à l'idée que je me fasse vacciner». Là, ma mère panique, me dit que je vais mourir si je fais ma deuxième dose, qu'il y a encore moyen de prendre des traitements, entre les 2 doses pour pas que je meure suite à cette injection. J'essaie de la rassurer, je lui dis: «Mais non, ça va aller, t'en fais pas, vraiment, je crois que vous faites trop une montagne de tout ça, ça ira très bien». Et tous les jours, entre ma première et ma deuxième dose, il me supplie. Et là, c'est là où je me dis qu'il y a un véritable problème et que cette obsession, elle est pas normale et que moi qui avais des appréhensions au début vis-à-vis du vaccin, je me rends compte que tout ce stress était pas justifié parce qu'en vrai, je suis pas médecin et je n'ai pas fait le vaccin, mais les gens vont bien autour de moi et je me rends compte que tout ça, c'est pas réel. Il y a quand même 40 jours entre ma première et ma deuxième dose. Du coup, on en parle énormément, même si j'essaie tout le temps de changer de sujet, quand on est à table, la conversation revient. Il y a des jours où on est de bonne humeur, du coup, on va essayer de prendre ça à la rigolade. Du coup, je leur dis: «Mais c'est quoi en vrai qu'est-ce que vous pensez qui se passe dans le monde?» Et ils me disent: C'est simple, il y a un état profond qu'on appelle le deep state, qui est derrière tout ça, qui ont créé cette pandémie de toutes pièces. Bill Gates en avait parlé à l'époque, quand il avait dit que, une zoonose, arriverait sur terre et qu'il faudrait se faire vacciner. Il avait tout planifié, main dans la main avec les gouvernements, que ce virus est fait pour décimer, la planète entière et garder, qu'une petite partie de la population plus riche pour se partager le reste des ressources qu'il y a dans le monde. Là, j'essaie de trouver des explications. Je leur dis: «Mais si, il y a plus que des riches, qui, va s'occuper de leur jardin? Qui va nettoyer leur maison? Qui va leur faire à manger à tous ces gens riches?» Et ils font: «Mais non, tu comprends pas, mais nous, on sait». Et du coup, quand on en discute, là, je vois, mon père qui regarde une vidéo, d'un homme qui, a une hache sur la poitrine et là, il me dit: «Tu vois? Ça, c'est parce qu'il s'est fait vacciner». Et il y a eu plein de petits, moments où on discute de tout ça. Une fois, mon père rentre dans ma chambre, il me dit: «Elsa, est-ce que tu as vu, ce que Macron a dit à la télé?» J'ai dit: «Non, j'ai pas vu, qu'est-ce qu'il a dit?» Et là, il me dit: «La bête, il faut combattre la bête». Alors c'est un discours, dans je ne sais quel contexte, que Macron, a prononcé et là je lui demande: «Mais de quoi tu parles?» Là il me dit, que les portes, de l'enfer vont s'ouvrir et que, Macron, est Satan lui-même et que c'est lui qui contrôle tout ça. Je lui dis: «Mais papa, tu jamais cru en tout ça? Enfin, oui, tu croyais en Dieu, mais là je comprends pas, tu confonds tout». Et là il me dit: «Non, mais lis, tout est sur internet». Et je dis: «Ben, écoute, oui, d'accord, envoie-moi tes articles, je vais essayer de lire ce dont tu me parles, mais là, je comprends pas». Il m'envoie des articles en tout genre sur, Réinfo Covid, François, tous ces sites avec des articles plus incroyables les uns que les autres. Et là, je tombe sur un article en particulier, qui parle de la protéine spike, qui contient le Covid, en fait. Et en fait, sur la bannière sur le site, il y a une image d'un acteur, dans un show télévisé qui s'appelle Buffy contre les vampires et l'image sur la bannière, c'est Spike. Et là, je dis à mes parents: «Mais est-ce que vous vous rendez compte que c'est presque un article drôle?» Je fais: «Ils utilisent, ils font un jeu de mots. Ils comprennent pas que les personnes qui publient probablement sur François et sur Réinfo Covid, c'est des informateurs chevronnés. Ils désinforment, ils truquent les images, ils déforment les propos des dirigeants pour, que les gens naïfs et sceptiques comme mes parents tombent là-dedans et à chaque fois que je les confronte, ils me disent: «Mais non, tu ne regardes que les merdias» ou ils déforment le mot, média, avec merde, c'est très drôle et ils pensent que ce qu'ils voient sur leur site, c'est la vérité.
Vient ma seconde dose de vaccin. Je fais ça encore un peu en cachette parce que je veux pas que mes parents sachent que je vais me faire vacciner. Et sur mon chemin, j'arrive pas à en croire mes yeux, je croise mon père. Il me voit et je peux pas, l'éviter. Du coup, je fais: «Hé papa», et là, il me dit: «Mais qu'est-ce que tu fais là?» «Oh mais je vais en ville, je vais voir des amis, et toi?» Et là, il me dit: «Bah, je vais à la manifestation, pour soutenir, Florian, Philippot, contre le pass vaccinal, ça a lieu, tous les week-ends, je le soutiens comme tu le sais», et du coup, je pars me faire vacciner et c'était complètement absurde. Florian Philippot, c'est quelqu'un, il faisait partie du FN à la base, il a créé son propre parti. À chaque fois que je confronte mes parents sur le fait que Florian Philippot est d'extrême droite, ils me disent: «Mais non, il est pas d'extrême droite, voyons». Chaque fois, ils sont dans le déni, ils me disent: «Mais non, tu confonds tout, et au contraire, il a quitté le FN parce que ça ne lui parlait pas, il a ses principes, il est pour la liberté, finalement, on a notre leader, à nous et j'espère qu'il se présentera, aux élections présidentielles». Je rentre chez moi après m'être, faite vacciner et c'est pas que je stressais, mais on m'avait dit: «Tu vas avoir la deuxième dose, tu vas avoir des effets secondaires», et vu que je vis chez mes parents, bah, je prie un peu pour, pas avoir de fièvre, pour pas devoir me justifier, et en fait, ma mère, je sais qu'elle sait et là, c'est pas qu'elle éclate en sanglots, mais elle me regarde avec un air, mais attristé, et elle me dit: «Tu vas mourir, j'arrive pas à croire que tu t'es fait vacciner, pourquoi tu as fait ça? Dans 40 jours, tu vas faire un AVC, tu vas mourir, j'aurai plus que mes yeux pour pleurer». Et et là, mais je rigole et je lui dis: «Mais qu'est-ce qu'il y a? Il faut que je fasse, mon testament, qu'est-ce qui se passe?» Et elle me dit: «Mais c'est vraiment pas drôle». Et en fait, je sens que elle le prend vraiment au sérieux et la conversation est vite coupée parce que je vois pas ce que je peux lui dire d'autre, c'est fait, c'est fait. Et là, vient, la fête de mes 30 ans. Il y a beaucoup de gens chez moi, mes parents sont là, mais il se tient beaucoup à distance parce que ça fait très longtemps qu'ils ont pas reçu autant de gens à la maison et en fait, ben, ils ont pas vraiment le cœur à la fête, surtout pas ma mère, qui est convaincue que je vais mourir et que c'est probablement mon dernier anniversaire. Ma sœur m'avait ramené, des ballons, à gonfler avec de l'hélium et en fait, c'est drôle parce que quand on dégonfle le ballon, dans nos poumons, ça nous donne une voix un peu d'extraterrestre et du coup, tout le monde se donnait le ballon pour faire la même chose et on voulait inclure mes parents. On leur disait: «Allez-y, faites-le» et ils disaient: «Non, c'est des bêtises, tout ça, on n'a pas envie de faire ça». Et au moment où le ballon arrive, sur ma bouche, ma mère, tape dans le ballon, elle dit: «Surtout pas», et là, personne comprend, ça met un vide, ça met un gros silence dans la pièce et ma mère a dit: «Tu pourras avoir un AVC, c'est bon», et puis là, elle s'en va et là, je comprends que, ben, oui, en aspirant, l'air dans mes poumons, l'hélium pourrait faire que, mes vaisseaux, se bouchent et ça pourrait créer un AVC, mais vraiment, c'était tiré par les cheveux et je peux pas, à ce moment-là, expliquer ça à mes amis. Je leur dis: «Non, mais elle est fatiguée, elle part, dans sa chambre se reposer». Au bout de 40 jours, ben, je suis toujours vivante. Mais, ma mère quand même, je la sentais, fébrile pendant tout ce temps-là donc voilà, on se parle et là elle me dit: «Il faudrait quand même que tu fasses une prise de sang pour voir si tout va bien». Et là je lui dis: «Mais non, mais maman, tout va bien, regarde, je suis vivante, je suis en bonne santé, il y a pas besoin, de prise de sang et de toute façon je comptais te le dire à un moment mais, j'ai changé de médecin traitant». Et puis c'est le soir, elle revient avec mon carnet de santé, elle me le balance à la figure et je sais que ce carnet de santé, c'est assez symbolique parce qu'on l'a depuis qu'on est tout bébé et elle l'a rempli elle-même et je sais que c'est dur pour elle de me le donner à ce moment-là et elle me dit: «Franchement, tu me déçois, je croyais que tu nous faisais confiance et là vraiment, tu la plus grande des déceptions». Et en fait, ben, on arrête de se parler à ce moment-là parce qu'elle est vraiment, vraiment blessée. Mais moi, la première, je suis vraiment blessée de la culpabilité qu'elle met sur mes épaules parce qu'il voit bien que ça fait des mois qu'il me parle, de conspiration, de Satan, qu'il pense que j'ai une clé Bluetooth sous le bras, que j'ai des larves dans le sang. Il me parle de théories tous les jours plus folles les unes que les autres. Et quand elle me dit ça, je me dis: «Mais est-ce qu'elle se rend compte que» non, elle se rend pas compte, c'est bien le problème. Elle se rend pas compte que j'ai vécu, quand même pas mal de stress à cause d'eux et que je suis grande et que je suis pas obligée de les avoir, en tant que médecin traitant et je voudrais à ce moment-là qu'elle respecte ma décision et voilà et là, ça devient tellement lourd à la maison que je réfléchis à déménager et à prendre mon appartement.
Un peu plus tard, ma famille, les petits-enfants, toute la famille est là, en vacances à la maison et on se dit, ben, que ça va mettre un peu de vie dans la maison, que mes parents, ils vont passer du temps avec leurs petits-enfants, avec la famille, ils vont manger avec nous et en fait, ben, il n'en est rien parce qu'ils restent devant leurs vidéos, ils ne font pas attention à nous, ils nous demandent de parler, de manger dans d'autres pièces qu'eux parce qu'on les dérange. Mon grand frère, lui, à ce moment-là, le vit très mal et ils se disputent et ils parlent de partir avec les petits-enfants parce que ça sert à rien d'être là si c'est pour être ignoré de la sorte. Du coup, Noël arrive et il y a une énième vague, de Covid, qui est là. Il y a beaucoup de gens qui sont hospitalisés. On nous demande de peut-être pas fêter Noël en famille, et nous, ben, quand bien même, ça fait très longtemps qu'on n'a pas tous été ensemble. Ça fait quasiment 2 ans ou 3 ans qu'on n'a pas fêté Noël, en famille. Donc on se dit: «C'est bon, on va aérer la maison, on va rester tous ensemble». Et mon père qui prenait que très peu de précautions, qui mettait le masque une fois sur 2. Et là, ben, arrive le repas de Noël et je le vois, renifler et je dis: «C'est bizarre, tu as un rhume?» Et là, il me dit: «Non, ça doit être une allergie». Je lui dis: «Non, non, mais quand même, c'est bizarre, tu devrais te faire tester peut-être demain au cas où, on sait jamais, vu qu'on est tous là ensemble, faudrait qu'on sache». Et ça loupe pas, 48 heures plus tard, il est positif et un par un, on tombe, tous malades et on attrape tous le Covid. Moi, en fait, vu que je suis vaccinée et mon grand frère aussi, on l'attrape, mais de manière, très légère. C'est vraiment, en effet qu'un petit rhume. Le premier à se sentir vraiment très mal, c'est mon petit frère qui, est cloué au lit vraiment, qui bouge plus, une grosse grippe, comme on dit, avec la fièvre, perte d'appétit, perte d'odorat, tout, il a tous les symptômes, mais on se dit que, il est jeune, qu'il va s'en remettre et que, enfin, on le surveille, mais ça va. Et là, c'est plus ma mère qui m'inquiète parce qu'en plus, d'avoir tous les symptômes, elle a des nausées, elle vomit énormément, elle est tout le temps au lit et au début, mon père est dans le déni. Il dit: «Non, mais c'est bon, ils vont s'en remettre» et c'est lui qui tombe très malade à ce moment-là. Il est tout le temps allongé, il se plaint et qu'il a mal partout et en fait, je les vois tous un à un comme ça, aller très, très mal et à ce moment-là, vu que mon frère repart, je suis, la seule à rester chez moi avec, mes 2 parents extrêmement malades et mon petit frère, qui est cloué au lit aussi. Après une semaine où, ils sont tous très, très mal, ben, ma mère commence un peu à aller mieux, mon père aussi commence un peu à aller mieux et mon petit frère, ben, je vois que ça s'arrange pas vraiment, il s'est pas levé une seule fois ou alors vraiment très peu et ma mère, elle me dit: «Il faudrait peut-être le mettre sous oxygène» et ils avaient tout le matériel à la maison. Du coup, ils commencent à lui mettre de l'oxygène pour l'aider un peu plus à respirer et je dis: «Non, mais on peut pas le laisser comme ça, faudrait peut-être, appeler, l'hôpital là, non? Enfin le SAMU» et mon père, s'oppose, fermement à cette idée. Il me dit: «Mais surtout pas, c'est rien du tout, il est jeune, il va aller mieux» et là, je lui dis: «Mais non, mais c'est pas possible, il va pas bien, il faut faire quelque chose» et là, j'appelle quand même ma grande sœur et mon grand frère et je leur dis: «Petit frère va pas bien, il faut qu'on fasse quelque chose» et là, ils me disent: «Ben, si ça va pas mieux demain, appelle le SAMU». Du coup, le lendemain, mon petit frère est plus là et je dis: «Mais qu'est-ce qui se passe?» et ma mère dit: «J'ai fait venir le SAMU, très tôt ce matin parce que son taux d'oxygène était descendu trop bas et ton père m'a beaucoup engueulée». Je suis choquée du fait que mon frère, ben, va très mal et là, elle me repousse, immédiatement. Elle me dit, «Mais c'est de ta faute, c'est toi qui as ramené, le Covid parce que tu es vaccinée, les gens vaccinés sont beaucoup plus, contagieux que les autres, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me tuer aussi?» et quand je prends ça en pleine face, je suis vraiment sous le choc. Je prends ma voiture, dès que je le peux pour aller voir mon petit frère, à l'hôpital et on nous dit qu'il est, hospitalisé, dans une clinique parce qu'il y avait pas la place à l'hôpital à cause des cas de Covid. Du coup, j'y vais et en fait, en arrivant, toute l'équipe médicale, me prend en charge, commence à m'habiller, me mettre la charlotte, les lunettes et là, je commence à paniquer, à exploser en sanglots et là, ils me disent: «Ça va aller mademoiselle, ça va aller, votre petit frère va s'en sortir, vous inquiétez pas». Pour la première fois, j'étais avec une équipe médicale, qui qui me croit et qui est bienveillante alors que ça fait 2 ans qu'ils se battent, avec des gens qui sont malades, qui meurent et pourtant ils ont la patience de m'écouter, d'être là pour moi
Et toute cette bienveillance, ça m'a fait énormément de bien. Je réalise à quel point, ces gens-là qui se sont battus, qui étaient sur le front, en fait, c'est exactement ça, ils étaient sur le front, on appelle ça il y a eu beaucoup de comparaisons avec la guerre, mais c'était ça, en fait. Ils étaient dans le feu de l'action tout le temps et ils savent ce qui se passe, à l'hôpital et ils sont en mesure de juger, l'état des choses et mes parents, à chaque fois, ils me disent: «Mais non, c'est faux tout ce qui se passe dans les hôpitaux, on nous ment, c'est pas vrai, il y a pas autant de morts que ça». Ils détournent les chiffres pour aller dans leur sens et en fait, ils étaient chez eux, au calme, ils se rendent pas du tout compte et pourtant mes parents, à ce moment-là, alors qu'ils savent pas, ils répandent des fausses rumeurs auprès de toute la famille et notre entourage. Ils disent que cette pandémie, elle existe pas et à ce moment-là, je suis vraiment énervée et je me dis: «Si mon petit frère, il va mieux, mais vraiment, on va faire en sorte qu'il parte de là et qu'il reste pas avec mes parents, qui prennent des décisions vraiment, dangereuses et irresponsables et voilà, il faut que ça change». Du coup, je retourne, souvent à l'hôpital. Pendant 15 jours, mon frère est hospitalisé et au fur et à mesure, il commence à lui enlever, les machines, il commence à se renourrir normalement. L'équipe médicale me dit que, il va garder des séquelles, probablement à vie, qu'il a perdu, énormément de capacité respiratoire, que ses poumons ont été très touchés et qu'il va devoir voir un rééducateur, pour l'aider à mieux respirer et heu et donc voilà, je le ramène à la maison. Et là, on rentre à la maison et je suis quand même, hyper, embarrassée parce que, j'arrive pas à les regarder dans les yeux, mes parents, parce qu'ils ont failli tuer, mon petit frère, ils ont failli tuer leur fils, alors que vraiment, je les ai toujours admirés, ils ont toujours été des exemples pour moi et ils ont toujours pris énormément soin de nous depuis tout petit et là, qu'ils en soient arrivés là, à mettre en danger leur famille et pas s'en rendre compte et minimiser les faits parce que quand on rentre, mon père est presque sarcastique à me dire, «Bon, bah, ça va, tu t'en es sorti», avec une petite tape dans le dos, à mon petit frère et j'arrive même pas à leur parler parce que je me dis que je les ai perdus. Ils sont incapables d'entendre ce qu'on a à dire et ils sont complètement dans le déni, en fait. Ils se rendent plus compte, en fait, de ce qui se passe autour d'eux. J'apprends qu'ils ont envoyé de l'argent à des personnalités comme Divisio, cet avocat qui avait essayé de monter une affaire contre le gouvernement pour dire qu'il y avait une omerta sur les vaccins, sur la pandémie. J'apprends que, il parlait à des gens, au téléphone et je me rends compte petit à petit, que c'est des dérives sectaires tout ça, que pareil, ils ont aidé à financer la campagne, de Philippot. Je me dis: «Mais ils ont complètement perdu pied, quoi, ils ont jamais fait ça avant». D'ailleurs, ma mère m'a toujours, avertie sur les risques des sectes. Elle m'a toujours J'ai toujours fait attention un peu à tout dans ma vie parce que mes parents étaient très rationnels sur tout. Ils n'ont jamais laissé de place à tout ça, ils ont jamais été naïfs, ils ont jamais ouais, ils ont toujours été très cartésiens, en fait. C'est ça qui me fait encore plus tomber des nues, comment ils ont pu vraiment, tomber, aussi, profondément là-dedans, en fait. Et quand, j'essaie une dernière fois, discuter avec mes parents et leur dire que ça va trop loin, qu'ils sont en train de perdre tout le monde, que tout le monde leur tourne le dos dans la famille parce que ça devient trop extrême, mon père me parle de ce mythe, d'Homère, sur, ce personnage, qui s'appelle Cassandre et en fait, elle était promise au dieu, Apollon mais en fait, elle se refuse à lui et du coup, elle a le don de lire les prophéties, mais que quand elle va dire une prophétie, personne ne va la croire et en fait, mon père se retrouve beaucoup dans ce personnage mythologique qui, est un lanceur d'alerte et que personne ne croit, mais pourtant il détient la vérité. Je trouve un appartement et je suis à 2 jours de mon départ et c'était, très difficile après 7 mois de leur dire que je m'en vais parce que je veux pas les accabler. On s'assoit sur le canapé, on en discute et là je dis: «Papa, maman, je vais partir» et là, mes parents me disent: «Mais comment ça tu vas partir?» et je dis: «Bah, j'ai trouvé un appartement, il est temps pour moi de déménager». Ils font: «Mais déjà, mais non, on était trop bien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu restes, pourquoi tu veux partir?» Et c'est quand ils me demandent pourquoi je veux partir, je me rends compte qu'on n'a vraiment pas vécu, la même chose, en fait. Pendant ces mois-ci,
ils avaient l'impression de partager quelque chose de génial avec moi. Parce qu'en fait, je me suis jamais énervée, je les écoute à chaque fois, j'essaie d'être patiente et je pense qu'eux, ils ont trouvé en moi une oreille, en fait, une épaule. Je pars, de la maison, mais je suis quand même un peu inquiète. Je me dis: «Mais je pars, mais ça va empirer, en fait, si personne n'est avec eux et personne ne discute avec eux», parce que cette solitude, elle va juste, encore plus engendrer, cette avancée dans la folie, quoi. Là, en partant, j'ai l'impression que mon cerveau est dans un nuage de fumée parce que pendant 7 mois, j'ai pas pu penser par moi-même. On me disait sans arrêt quoi penser. On me disait sans arrêt qu'est-ce qui était vrai et qu'est-ce qui était faux. On me disait que j'étais trop bête ou trop sensible ou trop influençable pour, comprendre ce qui se passait alors que j'essaie toujours de rester le plus objectif possible quoi qu'il arrive. Et là, en fait, ben, d'avoir du silence autour de moi et d'être capable de repenser par moi-même, ben, toute cette période, que ça m'a quand même vraiment accablée et attristée. C'était vraiment traumatique comme expérience et ça laisse un gros vide derrière parce que je me dis: «J'ai perdu, une connexion avec, des gens, les 2 personnes un peu les plus importantes de ma vie». C'était des piliers à la base et là, ça laisse un énorme vide et je me dis: «Est-ce qu'il faudrait pas peut-être en parler à un psy?» parce que c'est quand même incroyable ce qui se passe. Suite à ce vide, ben, je cherche quand même, des solutions pour aller mieux. Je cherche sur internet, de la documentation sur les parents complotistes parce que je garde un espoir en moi que peut-être qu'un jour ils iront mieux et je tombe sur un forum, sur Reddit qui s'appelle, Fox Brain Parents et en fait, c'est issu, du mouvement, après Trump où en gros la chaîne Fox News, balançait plein de fake news tout le temps, à la télé et que beaucoup de parents sont tombés là-dedans, à soutenir Trump et en fait, ils témoignaient tous du fait qu'à cause de ce phénomène-là aux États-Unis, beaucoup de gens, avaient coupé les ponts avec leurs parents parce que ça avait divisé politiquement et émotionnellement les familles à cause du fait qu'ils étaient en complet désaccord, par rapport à la pandémie, par rapport au complot, tout ça et que c'était, assez, symptomatique d'une génération et je me retrouve beaucoup là-dedans à ce moment-là. On en discute entre nous et moi je partage le fait que c'était très dur ces mois-ci, mais que finalement je garde quand même un minimum contact avec mes parents parce que j'ai pas envie de complètement couper les ponts et ils me préviennent, ils me disent, «Ben, règle d'or, si jamais tu continues à parler avec eux, vu qu'ils ont l'air complètement dans le complotisme, ne cherche pas à leur poser des questions, ne cherche pas à répondre à leurs questions, parle de quelque chose de complètement différent et préserve-toi et mets tes distances et ne parle que de choses dont tu as envie de parler». Plusieurs mois passent où j'ai besoin de distance avec mes parents et j'invente des prétextes, trop de boulot et au bout d'un moment, ils m'invitent chez eux, pour manger et on y va. Mais en fait, en arrivant chez eux, je leur dis: «S'il vous plaît, on parle pas de thèse complotiste aujourd'hui. Si vous parlez de Bill Gates, je m'en vais» et là, ils comprennent, qu'en effet, c'est trop et qu'ils vont faire un effort de pas en parler et quand je vois que certaines conversations quand même dérivent, il se corrigeait et on parlait d'autres choses et là, je me suis rendu compte que quand même, il tenait suffisamment à moi pour pas trop en parler et il y a quelques semaines de ça, je repars chez eux pour manger, avec eux et on parle, des films, qu'on voit sur Netflix et là, je parle d'une série Netflix. Ma mère et mon père commencent à faire un signe de la main avec, l'index et le petit doigt levé et je fais: «Qu'est-ce que c'est ça?» et là, ils me disent: «Bah, c'est les cornes, c'est le rouge, c'est Netflix, c'est Satan» et là, je les regarde et je me dis: «Mais c'est pas possible, ils sortiront jamais de tout ça, ça fait partie d'eux maintenant, quoi. Il faut juste que je l'accepte et voilà». Vous venez d'écouter Transfert épisode 210, un témoignage recueilli par Rudy Saada. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz. Prise de son, Rudy Saada.
Montage et réalisation, Victor Benamou. Musique, Arnaud Denzler. L'introduction a été écrite par Sarah Koskiewicz et lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez tous les épisodes de Transfert sur slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.